si, à mon avis, s'il y avait, il faudrait, parce que la monnaie, c'est ça l'intérêt finalement du débat d'aujourd'hui, puis finalement de la dette, ça permet de prendre conscience pour les gens que la monnaie, c'est pas juste un instrument, c'est un aliment de pouvoir et d'orientation politique. Il y a une politique monétaire et budgétaire, et la politique monétaire, ça a des incidences concrètes sur la vie des gens. Et donc c'est pour ça que la monnaie, il faut pouvoir avoir un minimum de contrôle dessus. Du coup, il faudrait que les monnaies soient, à mon avis, qu'il y ait des monnaies nationales et qu'il y ait des monnaies communes au niveau continental, on peut garder un euro, mais des monnaies communes, et puis qu'il y ait une monnaie mondiale, et des monnaies éventuellement locales. Mais à chaque niveau, il faut qu'elle soit gérée justement démocratiquement, cette monnaie. Voilà. Et si, pour éviter justement, c'est une question que vous m'avez posée tout à l'heure, je crois, pour éviter les concurrences entre les monnaies, il faut justement réguler le marché d'échange, les marchés entre les monnaies, et faire en sorte que ce soit plus les États qui décident entre elles les taux de change, comme font les Chinois, plutôt que de laisser les marchés financiers spéculer sur les monnaies, comme a fait Soros, qui s'enrichit sur les sterling notamment, et ça crée des problèmes. Voilà. Et donc à l'époque, il y avait justement ce qu'on appelait serpent monétaire, il y avait une certaine stabilité entre les monnaies qui étaient décidées politiquement, et ça stabilisait les choses. Ça, c'est un choix politique. C'est pas juste un problème technique. Allez-y. Monsieur, je vais parler. Oui, allez-y, monsieur. Oui, j'entends souvent Thierry dire il faut. Bon, je veux dire, ce que j'entends dire là, c'est à la fois une chose et son contraire. Il y a la contradiction dans ce qui est dit. Moi, j'en reviens sur ce il faut. On est d'accord, tu l'as bien spécifié, le pouvoir, c'est l'argent. Je ne vois pas comment, dans ce système-là qui est bien enclenché, je crois que Philippe avait fait une conférence où on disait que pendant 10 ans, le pouvoir préparait les gens à penser de telle ou telle manière. Comment on peut maintenant dire qu'il faut faire, je veux dire, à travers attaque, à travers des mouvements comme ça, un peu confidentiels, le pouvoir, il appartient à ceux qui ont de l'argent. Moi, ça me fait un peu rigoler quand on dit que le Parti Socialiste est à gauche. Ça me fait un peu rigoler aussi quand on dit que l'extrême droite n'est pas concomitante avec l'UMP. Bon, bref, tout ça, c'est des affaires politiciennes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, effectivement, mais je crois que tu l'as dit, c'est qu'à travers un mouvement de prise de conscience et un mouvement révolutionnaire, on ne pourra pas changer les choses, dans la mesure où actuellement ceux qui dirigent, c'est ceux qui ont le pouvoir, et ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont l'argent. Oui, mais je crois, enfin oui, j'ai dit un peu, mais qu'est-ce qui peut faire que les choses changeront? La clé du système, c'est la prise de conscience, la capacité des gens, le niveau d'éducation des gens, qui font qu'en gros, ils commencent à comprendre comment ils sont rangés. Justement, Marx parlait de l'aliénation. C'est quand on est aliéné, c'est qu'on n'a même plus conscience qu'on est dominé et exploité. On pense que tout est juste et tout ça. Si on est pauvre, etc., c'est parce qu'on le mérite, mais au final. Quand on a conscience des mécanismes, en fait, on est dominé, exploité, pas seulement quand on est ouvrier, mais à tous les niveaux, les ouvriers en particulier, parce que plus on est en bas, plus on est exploité, c'est la clé du système. Il y en aura bientôt plus d'ouvriers, oui. Mais il y aura toujours des pauvres. Dans un système capitaliste, il y aura toujours des pauvres qui sont nécessaires. Plus il y a de chômeurs, plus on peut faire pression sur les salaires. Ça va rapporter des ouvriers. Voilà. Et donc, les mécanismes, pour changer les choses, il faut que les gens aient conscience des mécanismes et des problèmes. Donc, il faut éduquer, sensibiliser les choses. Mais après, comme vous dites, il n'y a qu'à Faucon. Alors, qu'est-ce qui peut contribuer à ça? C'est qu'à un moment donné, quand il y a des crises financières, quand il y a des problèmes, à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé en 29, il y a eu une grosse crise. Donc là, ils ont choisi plutôt. D'ailleurs, en 29, comme il y a eu une crise financière, il y a eu une polarisation politique. Il y a eu l'extrême droite qui s'est développée, l'extrême gauche aussi. Voilà, c'est l'extrême droite, on va laisser tomber le sujet, ça va revenir dessus. Mais en tout cas, voilà, ça crée, c'est ce qui peut se passer aussi. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, le débat, on le voit dans la salle, c'est ça. Les gens vont de plus en plus à droite ou à gauche pour régler les problèmes. Et donc, à un moment donné, c'est vrai que c'est des crises, des révolutions ou des guerres qui font qu'à un moment donné, une fois que les gens ont pris conscience des problèmes, et ben, après, on va décider d'aller plutôt dans une direction ou une autre. Mais il faut deux choses. Il faut un blocage, un mur, prendre le mur en quelque sorte, mais il faut aussi qu'il y ait des pistes évoquées. Pourquoi ma piste, donc vous avez saisi, c'est plutôt, parce que d'après, c'est le socialisme autogestionnaire, c'est qu'en gros, c'est remplacer les entreprises et les banques par des coopératives, et que ça soit décidé démocratiquement. Qu'il y ait une décision démocratique
et dans les entreprises, et dans l'ensemble du système. Donc il y a toujours un marché, mais qui est aussi une planification, en l'occurrence des banques et autres. Ce n'est pas uniquement le marché qui décide, mais il ne peut pas non plus arriver dans le système, dans les délires qu'il y a eu dans l'extrême gauche, donc le communisme stalinien, où c'était tout public, avec une planification centralisée complètement aberrante et antidémocratique. Non, mais Badiou est revenu là-dessus, je veux dire. Donc Badiou est revenu là-dessus, je veux dire, sur le fait communiste. Je veux dire, je veux bien qu'on discute de l'aberrance avec laquelle je suis d'accord sur l'Union soviétique, mais je veux aussi qu'on rediscute depuis la nuit des temps ce qu'a donné le capitalisme. Ah bah, on en a parlé pour et là, je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. Ah mais disons que les deux extrêmes, à mon avis, ont beaucoup péché par le passé des frères. Vous avez pu remarquer les milliers de morts d'un côté à l'extrême gauche et les milliers de morts à l'extrême droite, ça a fait des dégâts. Donc il ne faut pas venir au centre en fait aujourd'hui quand on est le centre. Le socialiste, en fait, c'est le capitalisme libéral, les politiques qui sont choisies. Quand c'est l'UMP, du coup il y a une alternance aujourd'hui entre l'UMP et le PS, donc le capitalisme libéral et le capitalisme social, ou social-libéral. Et en fait, c'est un peu ce qu'on appelle, ce qu'a appelé De Boer, c'est la société du spectacle. C'est qu'en fait, on nous fait croire qu'on change, en réalité, c'est quasiment la même chose. Le bateau, il fait ça. Voilà. Donc voilà. Dans les systèmes trop rigides, quels qu'ils soient, dans les systèmes très rigides dans leur organisation, quels qu'ils soient, il n'y a pas de place pour la rupture technologique, il n'y a pas de place pour l'innovation. Et j'ai bien peur qu'avec l'image que vous avez en tête pour essayer de régler un certain nombre de problèmes, cette notion de rupture technologique et d'innovation qui fait qu'on est obligé en permanence de tout remettre en cause, on est contraint à en permanence de tout remettre en cause. C'est pour ça que cette discussion est intéressante, parce qu'il faut qu'on prenne conscience du fait qu'en permanence, il faut modifier le contenu de ce qui est de l'évolution qu'on constate, de notre façon de regarder les choses. Et ça, on ne sait pas le faire. Et finalement, on devrait pouvoir élire des gens qui nous donnent l'impression qu'effectivement, ils ont la meilleure perception de l'air du temps pour essayer de prendre des décisions qui vont avec l'air du temps. C'est ça qui nous manque actuellement. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Oui, mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Justement, c'est la cause en réalité. La cause numéro 1, c'est le capitalisme financier industriel qui est aux commandes et qui fait que ça arrange compression pour que ce soit justement les élites politiques qui sont leur service qui gouvernent. Après, la question de la technologie que vous évoquiez, par rapport à la technologie, il y a deux orientations. Il y a des différentes visions du monde. Pour résoudre les problèmes aujourd'hui, disons, du manque des ressources en particulier, les problèmes écologiques, les problèmes de la fin du pétrole, de la fin des métaux, ce sera des conférences à faire, parce que à mon avis, ça va des points aussi. C'est la solution, il y en a qui croient à la technologie comme solution, en disant on va trouver des technologies pour résoudre les problèmes. Et il y en a qui pensent qu'on n'a pas encore trouvé de solution technologique, donc le principe de précaution, c'est de dire, avant de trouver les solutions technologiques, il faut commencer à décroître ou à croître dans une autre direction, pour la croissance sociale, qui n'ait pas un impact en tout cas sur les ressources, parce que sinon on risque d'être pensé. Mais bon, ça c'est un petit peu différent, même si c'est un lien. C'était plutôt le cinquième point, c'était des alternatives à la finance. Mais c'est la question que vous avez posée tout à l'heure. Bon, alors je vais y répondre, parce que sinon ça va être. La question que vous avez posée tout à l'heure, elle était en fait extrêmement simple. C'était, pensez-vous qu'on aurait pu construire l'Europe si effectivement on n'avait pas disposé d'un moyen qui laissait espérer que les États seraient raisonnables en matière d'endettement? Et j'avais cité, vous l'avez repris, donc je n'ai pas dit ça par monétaire, mais c'est la formule que vous avez utilisée, moi j'avais dit l'écu, pour essayer de réguler les différentes économies pour qu'on ait un espoir de faire que l'Europe fonctionne. Alors pensez-vous qu'on aurait pu, la question c'est celle-là, qu'on aurait pu faire l'Europe si on n'avait pas eu ce moyen de la banque privée avec des taux d'intérêt qui freinaient un peu les velléités de dépenses trop importantes? Disons qu'il y avait trois acteurs, il y a trois visions de l'Europe. On va commencer par celle de la réelle, celle qui s'est fait aujourd'hui. Ceux qui avaient intérêt à faire l'Europe, c'est plutôt les multinationales et les banques, donc à travers l'euro. Ça a été de l'or, par exemple, là où il a un nom bien destiné, c'est de faire justement une banque de la finance pour faire un marché financier libéral où tout circule et finalement les profits sont maximum pour l'écologie. Ça, c'est la banque du capitalisme néolibéral, l'Europe du capitalisme néolibéral. Après, il y a la banque des gens, disons, le socialisme au sens large, donc je mets attaque dedans inclus. Quand on est socialiste, ça peut aller du PS, c'est très large.
socialistes autogestionnaires, anarchistes, vous voyez, c'est très très large, ça n'a plus rien à voir avec le PS. Et donc du coup, eux, c'est quoi? C'est qu'ils veulent faire une Europe sociale, avec une banque sociale. Ils veulent donc en gros avoir une fiscalité européenne, voire même mondiale, un SMIC mondial ou des SMIC nationaux, pour qu'il y ait vraiment une régulation qui se fasse. Vous voyez, c'est deux projets différents, mais dans les deux cas, ils veulent avoir plus d'Europe ou plus de régulation mondiale. Donc en gros, c'est une vision internationaliste chez certains. Voilà. Et les Américains, ça c'est la conférence d'Assolino, petit point pour motiver les gens pour venir, le discours d'Asselineau, c'est de dire ceux qui voulaient plus d'Europe, c'était aussi des Américains. Donc j'ai mis longtemps à comprendre qu'est-ce qui pouvait être leur intérêt aux Américains de faire plus d'Europe, parce que c'est plutôt des concurrents pour le voir. Mais en fait, l'intérêt d'avoir justement plus d'Europe, c'est que ça permet du coup d'ouvrir tous les marchés. Du coup, ça devient une seule unité. Et quand les États-Unis veulent commercer avec l'Europe, eh ben, ils négocient avec la Commission européenne plutôt que de négocier avec chaque État. Donc c'est bien plus intéressant d'avoir une Europe néolibérale telle qu'elle est aujourd'hui. De ce point de vue-là, donc, du coup, les Américains ont intérêt. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un traité de libre-échange maintenant qui est en train de se mettre en œuvre, se négocier là, en ce moment, c'est le mois de juin, avec l'Union européenne et le Canada, c'est déjà fait, je crois, c'est déjà en cours, et avec les États-Unis. Donc il y a plusieurs façons d'envisager l'Europe. Et à mon avis, moi, ma position, c'est justement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est plutôt une relocalisation fédéraliste et sociale. Donc ça veut dire, on fédère, parce qu'effectivement, il faut une fiscalité globale. Si on est chacun dans notre État, ça va être la concurrence et d'abord des guerres, d'abord des corps économiques, après des guerres militaires, c'était la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Mais pour éviter ça, il faut fédérer, mais pas fédérer par le sommet, uniquement avec la Commission européenne, mais en partant de la base, ce qu'on appelle la subsidiarité. On prend les décisions, toutes les décisions qu'on peut prendre au niveau national, même local d'ailleurs, si on peut, et puis après, il y a des choses qu'on ne peut pas décider nationalement. Le taux de carbone pour la Terre entière, ça ne se décide pas de Besançon ou à Belfort, ça se décide à un niveau international. Il faut que la délégation soit OK. Et idem pour les monnaies, il y a des choses qu'on peut négocier. On peut avoir des monnaies locales, nationales, mais après il y a des monnaies, des échanges qui doivent se faire aussi au niveau mondial. On peut trouver le bon niveau, on va c'est ça la solution. Mais bon, c'est les rapports de force qui vont faire la différence, c'est pas juste des idées. Les idées, ça compte aussi. Oui, moi je voulais dire, d'abord juste une toute petite réponse sur ce qui a été dit tout à l'heure et qui m'a un peu énervé. C'est que tout ce qui est sécurité sociale et autres, ça a été imposé par les ouvriers après des semaines de grève en 1948. Et dire maintenant que c'est fait sur leur dos, je trouve un peu fort de café. Par contre, si maintenant il y a des dérives sur la façon dont ça fonctionne et qu'effectivement les salariés ont perdu le contrôle de la sécurité sociale, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est un problème de gestion de la sécurité sociale, c'est pas un problème de son existence. Et c'est pas de la casser qui va résoudre le problème, au contraire, mais par contre de la réformer éventuellement, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à retenir. Mais on ne peut pas la critiquer en disant ça serait mieux de la supprimer et puis que chacun ait son argent. Je suis complètement opposé à cette vision des choses, puisque le principe de la Sécu, c'était tout le monde paye selon ses revenus et bénéficie selon ses besoins. Ça, c'est un principe. Si chacun gère son truc dans son coin, ce ne sera pas le cas. C'est évident. Avant, on retrouve toujours la dichotomie, la gauche, c'est à chacun selon ses besoins, et la droite, c'est, soi-disant, à chacun selon ses mérites. De toute façon, les deux se défendent parfaitement. Et par contre, je voulais prolonger sur ce qui a été dit sur la monnaie, et pour aller dans le sens d'un développement qu'on a repris, ça a été dit plusieurs fois, il faudrait un développement d'activité, mais qui soit positif dans le sens écologique, c'est-à-dire diminution de la consommation d'énergie et des matières premières. Donc, une solution qui a été développée par Derrida Helveg, c'est une monnaie nationale complémentaire à l'euro. Donc, qui a été plus ou moins, on avait parlé de monnaie nationale, mais on peut très bien avoir une monnaie nationale tout en conservant l'euro comme monnaie principale, et une monnaie nationale complémentaire qui ne soit utilisable que pour des activités qui ont une finalité positive en matière sociale ou écologique, et ou locale, ou culturelle. Mais donc, comme elle serait non convertible, elle ne pourrait servir qu'à l'intérieur de la France, donc ça permettrait de relocaliser justement un certain nombre d'activités, mais pas n'importe quelle activité, c'est-à-dire pas des activités
modalité qui serait uniquement choisie dans un cadre soit neutre, soit politique d'un point de vue écologique et ou social et ou culturel. L'économie démontre que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et les Argentins étaient bien placés pour savoir que la bonne monnaie c'était le dollar, et puis en interne il restait des boîtes de haricots. L'autre monnaie ne servait à rien du tout, la monnaie locale. Oui, alors après, disons que c'est un peu différent, mais bon, c'est clair que, en tout cas, ce qui est juste, c'est que, bon, là, j'ai dit, c'est les deux excès qui, en termes de classe monétaire, trop de classe monétaire c'est mauvais, mais aucune classe monétaire c'est mauvais aussi. Mais si on prend un exemple, pourquoi l'exemple de la politique monétaire, c'est pas juste un truc technique, mais c'est éminemment politique, justement. Donc si on avait justement une monnaie nationale ou une monnaie locale, c'est, on l'a expliqué tout à l'heure déjà plus ou moins, c'est que quand vous faites des prêts, quand vous prêtez, vous prêtez de l'argent, donc du coup ça fait de la création monétaire, donc ça crée de la monnaie. Donc chaque fois qu'on fait un prêt, on crée de la monnaie. Donc le fait d'avoir une politique plutôt keynésienne, une politique plutôt néolibérale, donc keynésienne, donc de gauche, qui va proposer de l'investissement. Pour les enfants, ils font des trams, à mon avis, ils ont aussi un peu ça dans la tête. Ils veulent investir, ça fait de la création monétaire, mais ça, de fait, et si on n'a pas le contrôle de sa monnaie, on ne peut pas justement augmenter ou non justement les taux d'intérêt, les taux directeurs qui sont justement émis par la Banque centrale et autres, par la Banque centrale maintenant, au niveau européen, ils ont une influence directe et sur le niveau de la monnaie et sur les investissements. Donc c'est éminemment politique cette régulation justement de la politique monétaire. Et donc il faut que ça revienne au gouvernement français, puis voire même au niveau local. Ça ne peut pas être que local. Parce que par exemple, les dérive aussi de tous des systèmes des monnaies locales. Si on va trop loin dans l'autre sens, système à ce moment-là, ou même au niveau national, on va prendre l'exemple des monnaies locales. Vous connaissez ce qu'on appelle les CEL, les systèmes d'échange locaux. Il y en a qui ont commencé à dire ça c'est super, et on va faire que ça, il y en a qui proposent que ça maintenant. Mais il y a eu des dérives, c'est qu'à un moment donné, les gens, si on fait ces monnaies-là uniquement des monnaies locales et qu'il n'y a pas un système justement de régulation, du coup, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que par exemple, les gens ils s'échangeaient les choses avec de la monnaie locale, avec des sels, des gouttes de lait, etc. comme ça, et du coup, il n'y avait plus d'impôts, on payait plus d'impôts. Donc les impôts, ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Les impôts, c'est quoi? C'est on fait des routes, c'est on fait les écoles, là, on est dans la séquence d'impôts qu'on est ici ce soir, par exemple. Donc trop d'impôts, évidemment, ça peut être excessif, mais en tout cas, plus d'impôts du tout, ça pose un problème. Et donc les monnaies locales, si elles ne sont pas régulées, s'il n'y a pas un minimum de redistribution, ça pose aussi des problèmes. Donc il faut articuler le local, le national, l'européen, le continental et l'international. Il y a eu quelque chose qui ressemblait très légèrement à ça, d'assez loin quand même, c'était l'écu qui permettait les échanges entre pays et les calculs comme monnaie de compte entre pays, et puis chacun avait sa monnaie nationale. Il y avait un écu qui était calculé et qui ressemblait un peu à ce que vient de dire monsieur. C'est ça, c'est une sorte de monnaie continentale. Une sorte de monnaie continentale. Voilà. Et DSK voulait justement créer, avec le FMI, des DTS, des droits de tirage spéciaux, donc c'est créer une monnaie mondiale qui permettrait d'articuler avec les monnaies régionales. C'est son projet avant qu'il tombe dans le trou. Voilà, c'était un mauvais jeu de mots involontaire, ça va être un peu dans mon lapsus. Allez-y. Voilà, pour préciser un petit peu, aujourd'hui, quelle est la situation en France? On a un chômage énorme, environ 20% de la population active. On a énormément de besoins qui ne sont pas assouvis parce qu'on n'a jamais d'argent pour les financer. Donc, l'idée, c'est très simple. Si on n'a pas d'argent pour financer ces besoins, on va rentrer. Et comme ça, on en aura. Et la contre-valeur, puisque contre-valeur il doit y avoir de cette création monétaire, là, c'est justement l'activité économique qui sera de nouveau réalisée par ces chômeurs qui pourront être remis au travail, parce qu'il faut quand même dire qu'une grosse majorité d'entre eux aimeraient bien se remettre au travail, même si il y a toujours des gens qui disent oui, ils sont chômeurs, c'est pas qu'ils ne sont pas travailler, c'est de loin pas le cas de la majorité. Et donc, il y aura donc une réelle création de richesse, puisque des gens pourront se remettre au travail, et donc il viendra équilibrer la création monétaire en place. Donc, ce n'est pas une création monétaire contre rien, c'est une création monétaire qui s'appuie sur la création de valeur et qui ne peut se faire que si on fait cette monnaie, puisque avec l'euro, on n'en a pas pour faire. Pour développer les transports en commun, pour
40. Non, mais ça s'appelle de la monnaie, hein, c'est tout, c'est pas des droits alimentaires. Mais la question, c'est que la dette, c'est pas mauvais. Bon, là, justement, c'est le titre de la conférence, c'est la dette d'une affaire rentable. Mais il y a la bonne dette et la mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est celle qu'on a aujourd'hui. La bonne dette, c'est justement quand on fait des prêts qui permettent d'investir, qu'il y a un peu de création monétaire, mais qu'elle est régulée et qu'elle se fait vis-à-vis avec des banques publiques, avec taux d'intérêt faible, ou c'est de zéro. Alors là, c'est plutôt la bonne dette. Mais si on la laisse à un gouvernement keynésien, socialiste au sens large, s'il se laisse aller, ça peut aller trop loin, et à ce moment-là, ça fera de la mauvaise dette, qu'elle soit d'ailleurs de droite ou de gauche. C'est les excès qui créent ça. Il faut trouver un équilibre par rapport à ça. L'idée fondamentale de monsieur que vous avez parlé, c'est le fait que c'est deux monnaies différentes. Une monnaie qui serait destinée à réaliser un certain nombre d'activités, et une deuxième monnaie différente qui servirait à d'autres fins. C'était bien compris. Il y a l'euro qui reste pour